De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine. Nous avons l'insigne honneur de recevoir pour vous Papa Christophe Kisolokele Tusimbana, président de la Fondation Charles Kisolokele, chef spirituel adjoint de l'église Kimbangiste et surtout petit-fils de Papa Simon Kimbangu que je vais saluer. Papa Christophe Kisolokele, nous vous saluons. Nous vous saluons aussi. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et de nous recevoir. C'est vraiment pour nous un agréable plaisir. Ce soir, nous allons parler de la gestion de la société à la lumière de la philosophie kimbanguiste. Premièrement, comment vous allez? Je vais bien, merci, et j'espère que vous allez bien aussi. Une grande question pour les téléspectateurs. Est-ce que existe-t-il une philosophie kimbanguiste, une manière de réfléchir, penser, société kimbanguiste? Bien sûr que la philosophie kimbanguiste existe. Ben, aujourd'hui, peut-être que les gens, avec le temps qui est passé, ont perdu de vue que l'Église est la sœur de cette philosophie-là. On a commencé par la philosophie, par l'enseignement, et puis l'Église est venue après. Donc c'est vraiment cette philosophie qui a soutenu, qui a accompagné l'Église dans son fonctionnement, dans sa création. Donc cette philosophie existe bel et bien. Peut-on alors, par rapport à cette philosophie, rattacher l'histoire de Papa Simon Kimbangu à celle de la République démocratique du Congo? Je pense que déjà l'enseignement, cette philosophie d'émancipation, parce que c'est une philosophie d'émancipation, cette philosophie d'émancipation nous a poussé justement à revendiquer nos droits. Et les droits, nos droits fondamentaux, ont été leur quintessence, c'est justement l'indépendance. Donc, cette philosophie a contribué effectivement d'une manière très présente et très puissante à l'émancipation de l'homme congolais. Notre magazine de ce soir trouve sa substance dans les 100 ans d'anniversaire de l'église kimbanguiste, auquel le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, a pris part, et décrétant, proposant pour qu'on décrète une journée chômée fériée en mémoire de Papa Simon Kimbangu. De vous à nous dans ce magazine, lorsque le chef de l'État, la sommité de la République démocratique du Congo, pense qu'il faut reconnaître Papa Simon Kimbangu pour sa contribution, est-ce que, un, elle est fondée cette démarche? Et puis de deux, lorsque l'on veut élever Papa Simon Kimbangu à ce rang-là, est-ce que faut-il le dissocier de la personne, de l'individu Papa Simon Kimbangu, de celle de l'église kimbanguiste? L'opportunité de parler de cette reconnaissance, je pense que c'est beaucoup plus qu'important. Il est plus que temps d'ailleurs qu'on puisse reconnaître Papa Simon Kimbangu, cette qualité-là, comme je dis, cette qualité d'enseignant, de préparateur ou d'accompagnateur, d'un chef, d'un chef de file, d'un leader d'opinion pour ce pays, pour nos indépendants. Je pense que la moindre des choses aurait déjà été de le reconnaître. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte. L'église kimbanguiste a eu sa reconnaissance officielle avant l'indépendance de ce pays. Donc on était encore sous administration coloniale belge. Donc ça veut dire que le Belge a reconnu 40 ans plus tard que le travail qu'avait accompli Papa Simon Kimbangu, le mouvement qu'il a lancé en 1921, était un mouvement qui était basé sur du solide. C'était quelque chose de sérieux et ils n'ont pas eu le choix que de reconnaître ce mouvement-là. Mais ce n'est pas la République démocratique du Congo qui a reconnu l'Église, oui, qui a reconnu le travail de Papa Simon Kimbangu, parce que l'Église, c'est juste le résultat de ce travail-là. Ce n'est pas la République du Congo, démocratique du Congo, mais nous parlons de l'empire colonial. Nous parlons de la colonie des Belges. C'est les Belges qui ont donné cette reconnaissance officielle. Donc, logiquement, il était plus que temps
il était plus que temps que nous, qui sommes natifs de ce pays, nous, à qui appartient Papa Simon Kimbangu, puissions avoir la simple reconnaissance que, voilà, c'est cet homme, c'est lui le socle, c'est lui le fondement même de notre nation. Donc il était plus que temps. Maintenant, en ce qui concerne dissocier Papa Simon Kimbangu de l'Église, je pense que dans ma vision justement, je crois que c'est que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a posé comme acte en disant, en nous donnant cela, ou bien en proposant cela, je pense que c'est quelque chose de très bien, mais je pense qu'il faut d'abord aller vers la personne. Pour moi, c'est Papa Simon Kimbangu d'abord et l'Église après, parce que l'Église vient après. C'est l'Église, c'est la philosophie, c'est Papa Simon Kimbangu, son être, c'est lui qui vient avant. Donc je pense que l'idéal aurait été, pour ne pas faire l'amalgame. Je ne veux pas que les gens fassent l'amalgame sur l'Église, non. Je veux que les gens réalisent qu'il y a eu une personne qui s'est levée, en dépit de toutes les souffrances, tout ce qui pouvait arriver, il a accepté de souffrir, de se donner en pâture aux colonisateurs pour qu'on puisse le tuer, faire de lui tout ce qu'il voulait, pour que nous devenons ce que nous sommes aujourd'hui, que nous soyons indépendants. Donc, pour moi, ça se rattache d'abord à l'être, à l'homme, Papa Simon Kimbangu, et puis l'Église qui vient après. Donc pour moi, si c'est mon point de vue, je demanderai au président de la République de pouvoir fixer une autre date, que ce soit le 12 septembre, la date de sa naissance, ou bien le 12 octobre, la date de sa mort. Comme ça se rattache à lui, ça va éviter les amalgames. Par exemple, là, dès qu'on a annoncé cette nouvelle-là, il y a eu nos autres frères d'autres confessions religieuses qui ont commencé à demander aussi qu'on reconnaisse les gens qui ont travaillé dans leur religion, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que Papa Simon Kimbangu a fait pour la RDC. Nous parlons de la reconnaissance en RDC. Parce que c'est un fils, un natif de ce pays et qui a accompli des grandes choses. Et c'est à partir de la RDC que d'autres personnes ont été inspirées, comme les Kwame Nkrumah et les autres écrivains du mouvement de la négritude qui ont été inspirés par le message de Papa Simon Kimbangu. Ça se rattache à la personne, c'est pourquoi moi je dis le 6 avril qui se confond avec la date de la création de l'Église kimbanguiste, le 6 avril, que le 6 avril reste pour l'Église, mais que cette reconnaissance-là soit pour Papa Simon Kimbangu qui est en passant au-dessus de l'Église. Très bien dit, nous apprécions, et ça choque, hein, pour voir que c'est de la maison même, pour dire, quelque part vous ne froissez pas, même ceux de l'église kimbanguiste en disant cela. Non, vous m'avez posé une question. Oui, parce que moi, vous, en tant que chef spirituel adjoint, oui, c'est quand même la haute hiérarchie de l'église qui parle. Oui, bien sûr. Moi, si je parle de ces deux dates-là, et que je dis que d'essayer de dissocier justement, parce qu'en le dissociant, on donne une dimension beaucoup plus grande. Papa Simon Kimbangu ne sera pas au kimbanguiste, parce qu'il n'est pas seulement pour les kimbanguistes. On va lui donner une dimension qui va aller au-delà, qui sortira de l'église. De toute façon, Papa Simon Kimbangu est déjà sorti de l'église kimbanguiste. Donc aujourd'hui, on ne peut plus le ramener dans l'église kimbanguiste. Seulement à l'église kimbanguiste. Exactement. Moi, c'est dans une vision globalisante. Hein, une large vision, c'est pourquoi je vais dans ce sens-là. Charles Kisolokele, chef spirituel adjoint de l'église kimbanguiste, petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Nous parlons ce soir de la gestion de notre société à la lumière de la philosophie kimbanguiste. Mais là où nous sommes un peu choqués, le colonisateur pense avoir créé la RDC des peuples qui ne pouvaient pas résider ensemble à Berlin. Vous avez un grand royaume comme le royaume Congo qui s'étendait de l'Angola jusqu'au Katanga, dominé par le portugais, dominé par les Belges. Mais comment expliquer un citoyen congolais de l'État belge dire carrément aux Blancs que cette terre ne vous appartient pas, cette terre appartient au peuple congolais, mais lorsque l'on sait que c'est à Berlin que la naissance du Congo a eu lieu, comment Papa Simon Kimbangu pouvait aller au-delà
de ce que les colons avaient fait, parce que c'est le colon, quelque part, qui nous reconnaît en tant qu'État. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Je crois que les Belges ont cru créer un espace. Mais en fait, l'espace a existé avant que les Belges, avant que les Portugais viennent. Cet espace Congo existait déjà. Et Papa Simon Kimbangu, il a parlé de cet espace Congo en disant que cet espace-là appartient à Dieu et ça appartient aux Congolais qui l'ont reçu en cadeau. Et c'est ce qu'il a rappelé aux Belges, justement pour... parce que nous parlons de 1921. Quand nous sommes en train de parler de Papa Simon Kimbangu, de son message, c'est 1921. Donc, si on se remet, on essaye de se... Parce que ça sera difficile qu'on se remette dans ce contexte-là, mais si on essaye de se remettre dans ce contexte-là, on comprend la puissance même et même la témérité de Papa Simon Kimbangu en disant cela. Mais c'est parce qu'il y avait eu simplement de la projection. Il s'est projeté, il a vu plus loin, il a vu le passé, il a vu le futur. Mais quels sont les indicateurs qu'il a utilisés? Parce que nous voudrons comprendre, à cette époque-là, lui qui n'avait pas de royaume, lui qui n'avait pas d'empire, même pas une ethnie. Mais qui était derrière lui pour dire tout ça? Mais justement, c'est ça la puissance de Dieu. Donc nous sortons du monde physique, nous allons dans un monde métaphysique. Parce que pour se projeter comme ça dans le passé, pour expliquer ce qui s'était passé dans le passé et pour expliquer ce qui va arriver dans l'avenir, il faut qu'il y ait une projection. Donc il s'est projeté, c'est un monde métaphysique. Et Papa Simon Kimbangu, je pense que dans son élévation spirituelle, a eu accès à ces deux mondes-là. Comment déjà à l'époque, il pensait qu'une société, les membres de cette société devaient être égaux, même si sur le plan développement, connaissance n'était pas égale. Comment il s'appuyait? Parce que c'est de là, Bingo, Mibeko, Misala, amour, la loi ou l'égalité, je ne sais pas, et le travail. Comment lui, il voit ça? Parce qu'on voudrait comprendre cette philosophie pour atterrir à Kwame Nkrumah, à tous ces panafricains qui ont emboîté le pas à Papa Simon Kimbangu. Mais justement, je pense qu'au niveau de l'enseignement, Papa Simon Kimbangu, ce n'était pas un intellectuel comme on le voit aujourd'hui. Papa Simon Kimbangu n'a pas fait des grandes études, c'est juste des petites études. Et il était d'ailleurs catéchiste à l'église baptiste. Donc il s'est arrêté au niveau de catéchiste justement parce qu'il n'était pas très avancé. Mais, comme je le dis, il a eu accès à une connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui on dit cette somme de connaissances n'est pas à la portée de l'être humain normal. C'est pourquoi on le regarde comme un être spécial qui a été habité par Dieu simplement. Et c'est Dieu qui agissait à travers lui. Et c'est ce qui lui a permis justement de transcender tout ce qui pouvait exister comme barrière, d'aller voir, d'aller comprendre même la philosophie, la psychologie humaine pour expliquer ces choses qu'il a expliquées. Parce que si on me dit en termes d'études, vous et moi, on aura de la difficulté à expliquer certaines choses, on ne pourra pas les expliquer. Mais sauf que ce sont des choses qui se sont faites. Donc pour expliquer ça, il faut changer le monde, voir autre chose, regarder avec un autre œil. Tout le message, tout son message et tout ce qu'il a transmis. Moi je crois fermement que tout ce qu'il a vu, pour moi, c'est qu'il a eu accès au passé et au futur. C'est ça la force de Papa Simon Kimbangu. Et il a compris, il connaissait déjà les faiblesses même de l'administration coloniale. Il connaissait tout ça. Il connaissait même la faiblesse de l'Occident. Même pas du colonisateur qui était sur place ici, mais il connaissait la faiblesse de l'Occident. Il s'est même projeté pour les futures guerres, pour la Deuxième Guerre mondiale. Il en a parlé. Donc ça veut dire que c'était la capacité de projection qui a fait toute la différence. Il s'est projeté dans le passé, il s'est projeté dans l'avenir et il nous a dit simplement quoi faire pour arriver à un avenir radieux. À l'époque, il n'y avait pas de moyens de mouvement citoyen. Comme aujourd'hui, il y avait ce qui est noir est noir. Ce qui est blanc est blanc. Ce qui est juste est juste. Ce qui n'est pas juste n'est pas juste. Est-ce que ce n'est pas de cela que vous avez hérité de l'histoire même de l'indépendance de ce pays, Papa Christophe Kisolo Kele? C'est sûr que nous sommes tous les héritiers de son enseignement, de sa philosophie, parce que justement,
Il nous a, la grande chose qu'il nous a appris, il n'y avait pas de différence entre l'homme blanc et nous. On était tous égaux. Et on était tous égaux devant Dieu. Et Dieu, c'était le juge suprême. Et lui avait décidé qu'on était tous égaux. Donc ça veut dire qu'on était tous devenus égaux. On veut être libre comme les autres sont libres. On veut être développé comme les autres. C'est toujours en référence. C'est une référence égalitaire. On veut toujours être, nous aussi on veut être comme les autres. Nous aussi on veut faire comme les autres. On a le droit de faire comme... C'est toujours dans cet esprit-là, et je pense que c'est 1921 qui a engendré 1960. Maintenant, comment expliquer avec des personnes avant-gardistes comme Papa Simon Kimbangu, mais après les indépendances, actuellement, nous connaissons la RDC qui est sous-développée, problème dans le secteur de l'éducation a régressé. On ne forme plus pour la compétence, mais pour combler des connaissances. Or, sans compétence, il n'y a pas d'emploi. Problème de santé, et même cet amour, aujourd'hui, les anciens démons du tribalisme voient surface. Or, Papa Simon Kimbangu a pu être au Congo central, au Katanga, a pu passer à Ilebo, ainsi de suite. Mais comment expliquer ce retard que nous avons, tandis que dans ce pays, nous avons connu des penseurs comme Papa Simon Kimbangu. Comment on explique cette situation aujourd'hui? Moi, je pense que c'est juste un regard, c'est notre façon de voir les choses. Sinon, je vous poserai la question. Je vous parle de 1959. Le colon a reconnu l'œuvre de Papa Simon Kimbangu. 1959. Et il a donné la reconnaissance à l'Église. Et nous parlons de 2021. Le président, de son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi, nous propose qu'on puisse reconnaître Papa Simon Kimbangu. C'est ça le décalage, c'est ça le problème. C'est là où est le problème, parce que justement, ça prouve a fortiori que les gens n'ont pas fait d'efforts pour aller chercher Papa Simon Kimbangu. Et en le mettant, en les jetant dans les oubliettes, en le mettant comme étant un rébut, les kimbanguistes aujourd'hui, en fait, dans toutes les années qui sont passées, le kimbanguiste était vu comme quelqu'un de pas intelligent, de quelqu'un qui réfléchit pas assez, de quelqu'un qui comprend pas les enjeux de ce monde. Et pourtant, justement, c'est le contraire. On avait déjà tout compris depuis longtemps sur base de la philosophie de Papa Simon Kimbangu qui a été rejetée. La preuve, c'est maintenant, en 2021, qu'on nous propose qu'on le reconnaisse comme... Parce que ça va de là. On le reconnaît d'abord comme étant le héros national. Après, on va demander, mais qu'est-ce qu'il veut ce héros national? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il nous lègue? C'est à ce moment-là, on va commencer à prendre sa philosophie. C'est à ce moment-là qu'on sera prêt à créer la société que moi j'appelle des hommes intègres. Si on crée cette société des hommes intègres, c'est ça le développement. Qu'est-ce qui freine le développement? C'est juste l'égoïsme, notre égoïsme. Parce que la majorité des gens, il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Ils ont vu à l'extérieur ce qui se fait. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils ne peuvent pas reproduire ça ici. Ils sont capables de le reproduire. Pourquoi ils ne le font pas? Non, ils sont allés chercher l'intelligence du blanc. Mais juste... Parce que l'intelligence du Congolais, l'intelligence de Papa Simon Kimbangu ne suffisait pas. S'habiller à l'européen, manger à l'européen, ressembler au Mundele. Mais la connaissance, l'intelligence de Papa Simon Kimbangu, c'est un transfert, c'est un acquis qu'on doit avoir. Mais on ne l'a pas eu parce que, je répète encore, on n'avait pas de reconnaissance vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu. Sinon, on l'aurait déjà élevé au rang de plus que héros national, parce que avant Lumumba, avant Kabila, avant Papa Tshisekedi, avant tous les héros dont on nous parle, Papa Simon Kimbangu était là. C'est lui le père, même pas de l'indépendance de notre pays, le père des indépendances africaines. Donc aujourd'hui, Papa Simon Kimbangu, plus que Mandela, beaucoup plus que Mandela, beaucoup plus que la majorité des gens qui se sont sacrifiés pour cette cause. Il s'est sacrifié, il a donné le ton, il a tracé même la voie. Nous, comme on dit, en Kikongo, il y a un adage qui dit que le prophète n'est pas reconnu chez lui. Et voilà, Papa Simon Kimbangu s'est exporté, et là où il est parti, le message de Papa Simon Kimbangu a fait des miracles, pendant que nous, on le rejetait en bloc. Papa Simon Kimbangu n'était pas reconnu dans notre pays. Maintenant, depuis qu'il y a eu la vague de combattants et tout ça, nos jeunes frères en Europe,
qui ont commencé à revendiquer au nom de Papa Simon Kimbangu, c'est à ce moment-là que les gens ont commencé, par curiosité, à essayer de chercher, à comprendre. Et nos jeunes de l'Europe, justement, de la diaspora, c'est eux, je veux dire, c'est eux qui ont même sorti Papa Simon Kimbangu de l'église kimbanguiste. Ils l'ont emmené vers la philosophie, c'est que moi je parle de la philosophie kimbanguiste. Donc, voilà, ça veut simplement dire que nous, on n'a pas étudié Papa Simon Kimbangu, on ne l'a pas compris, on l'a rejeté. Et maintenant, c'est ce qui fait que la philosophie qu'il prônait, comment veux-tu que quelqu'un qui prône une philosophie, qui vous montre une voie, vous le rejetez et vous prenez sa philosophie, ça ne marche pas. Il faut que vous compreniez la quintessence de l'homme, de la personne, sa véritable pensée, pour que vous puissiez vous acquérir, faire le vôtre, sa pensée. On a cherché à enlever l'identité aux Congolais, parce que beaucoup de Congolais ne savent même pas retracer leur arbre généalogique, parler en leur dialecte, dans leur langue. On leur dit non, il faut parler comme telle civilisation. On a même pensé que le développement était ailleurs que avoir le développement par sa propre terre. Et ce n'est pas là aussi la problématique de l'identité du Congolais. Le Congolais se dissocie de son identité et adopte l'identité des autres. Non, mais bien sûr que la quête identitaire, c'est l'un de nos points faibles, parce que nous n'avons pas encore maîtrisé notre identité, et ça a été créé expressement cet environnement-là. Ça a été créé par le colon. Le colon voulait dominer. Il voulait dominer le Congolais. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a fait croire qu'il ne représentait rien. D'ailleurs, on a pris tous les statues, les œuvres d'art. Les œuvres d'art, tout ça, tout ce qui faisait nos rituels, tout ce qui faisait... On a tout brûlé. On a même parlé de ce qu'on appelait le Nganga Kisi. Le Nganga Kisi, c'était le docteur de médicaments. Kisi, médicaments. Donc c'était quelqu'un, au départ, à la base, c'est quelqu'un qui soignait les malades avec les plantes, c'était ça à la base. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On les a diabolisés. On a dit on a choisi le Mundele, le modèle. Exactement. Donc on a choisi pour dire que le Nganga si c'est pas bon. Hein, c'est pas bon, c'est plutôt les suppôts du diable et tout. C'est comme ça qu'on les a qualifiés pour leur enlever la connaissance, pour qu'ils se cachent, pour qu'ils deviennent honteux du savoir qu'ils avaient. Et avec le temps, effectivement, le Ngangakis, ils ont perdu la connaissance. Et aujourd'hui, il y en a qui ont basculé dans le monde obscur à cause de ça. Mais c'était fait exprès par le colon pour que nous puissions renoncer à ce qu'on avait. Même l'enseignant, hein, c'est lui qui nous transmettait les connaissances. Ils ont été qualifiés de n'importe quoi, on a tout rejeté. Et le blanc voulait ça pour que, à la fin, qu'on arrive à se sortir, à laver, à perdre notre identité pour se confondre à leur identité. Comme ça, avec ça, c'est plus facile de nous faire avaler ce qu'ils voulaient et nous faire même comprendre que notre état était normal. On était dans un état normal, qu'on soit considéré comme des animaux, c'était normal. Que l'homme noir n'ait pas d'âme, c'était normal. Qu'on souffre, c'était normal. Donc c'était un peu dans ce but-là. C'est pourquoi l'église kimbanguiste, ou bien la philosophie kimbanguiste, c'est une philosophie tournée aussi vers la quête identitaire. Tournée vers la quête identitaire, mais en même temps, comment expliquer cet amalgame? Le blanc condamne, invite les descendants de Papa Simon Kimbangu à des conférences, parler du code, que l'on puisse décoder le message de Papa Simon Kimbangu. Comment expliquer cela dans des grandes universités, Harvard, Oxford, en France? On a suivi dans les médias, on a suivi dans les réseaux sociaux des rencontres autour de la pensée de Papa Simon Kimbangu. Mais comment on explique ça? Comment ce revirement à 380 degrés? Ça s'explique comment? Simplement, je pense qu'à la base, le blanc, le colon, savait ce que représentait Papa Simon Kimbangu. Mais il y avait un problème d'intérêt. Ils étaient venus ici pas pour
pas pour la philosophie ou bien pas pour la culture. Ils étaient venus ici pour exploiter la terre. C'est simplement ça. Ils voulaient les richesses de ce pays pour pouvoir en faire, pour créer leur propre société, pour enrichir leur société. Alors dans ce cadre-là, ils se disaient que la philosophie de Papa Simon Kimbangu, sa pensée, ses œuvres, étaient tellement puissantes qu'ils ne pouvaient pas à ce moment-là vulgariser. Mais le blanc, l'occidental a quelque chose de fondamental que j'ai remarqué. Il est très attaché à l'histoire. Il s'arrange toujours pour qu'on conserve l'histoire quelque part, pour les générations futures, qu'ils savent la vérité où elle est. Ils ont même créé, il y a une loi qui dit que tous les secrets du Congo de l'époque ne peuvent pas être rendus publics dans les 50 ans. Donc nous partons de 1960 pour arriver jusqu'en 2010. Et en 2010, ils ont libéré quelques dossiers, mais les vrais dossiers concernant les Papa Simon Kimbangu, les miracles, la vraie philosophie, la vraie pensée, n'ont pas encore été mis à la disposition du grand public. En Belgique, c'est dans la bibliothèque militaire de Tervuren, je pense. C'est là où on stocke tous ces dossiers-là et on n'a pas accès à ça. Donc pour dire, l'histoire est là, ils ne l'ont pas détruit, mais ils disent que pour tout de suite, peut-être pour leurs intérêts, ce n'est pas encore le moment de le vulgariser. Mais par contre, il y a des chercheurs qui ont poussé leurs recherches eux-mêmes et qui ont découvert Papa Simon Kimbangu à travers sa pensée, à travers les miracles, à travers la philosophie, à travers les chants, à travers même ses prières. Ils ont découvert une dimension de Papa Simon Kimbangu qui fait qu'ils se sont attardés dessus, ils ont poussé les recherches pour voir plus loin qu'est-ce que ça cachait comme message. Sur une chaîne internationale, j'ai suivi des Européens quitter leur terre pour venir travailler en Afrique. Les Espagnols quittent l'Espagne pour aller travailler au Maroc. Aujourd'hui, avec la Covid-19, le monde est frappé. Mais la terre africaine, la terre congolaise, elle est protégée. Mais à cette époque déjà, Papa Simon Kimbangu parlait Mundele, Aokoma Mutumwindo, Mutumwindo, Aokoma Mundele. Mais comment lui a vu ça? Et surtout quand je suivais le reportage sur la chaîne internationale, de blancs ne pouvant pas trouver de l'emploi chez eux, venaient en masse, et on parle même d'immigrés blancs en Afrique. Comment vous expliquez cela? Et comment nous ne pouvons pas capter cela? Parce que nous avons un continent où nous avons plusieurs diplômes, des professeurs, d'éminents savants, mais capter une information d'un de nos semblables nous a semblé comme un mirage. Je crois que c'est dû même à la formation. Quelle formation nous recevons? Ça part de là. Parce qu'il y a Papa Diangenda qui a dit ceci. Il a dit, on peut étudier en Europe, on a tous les diplômes, mais quand on monte dans l'avion, toutes les connaissances tombent. Parce qu'ici, c'est une autre réalité. C'est pourquoi il y a une forte communauté de la diaspora qui est aux commandes, on n'arrive pas. Donc ça veut dire qu'on perd quelque chose. Ça, c'est dû à l'enseignement. Comment c'est donné? C'est lui qui donne, c'est lui qui professe, c'est lui qui devient le maître à penser, c'est lui qui oriente. Donc si on nous oriente vers le sous-développement, sans qu'on le sache, on ne produira que le sous-développement. Parce que la base même de notre enseignement, c'est le sous-développement. Aujourd'hui, si on aborde même le problème de l'enseignement différemment, de l'apprentissage différemment, peut-être qu'on produira des hommes qui n'auront pas forcément la philosophie de l'Occident, mais qui pourront adapter, ils pourront s'adapter à la philosophie africaine, ils pourront développer notre pays en fonction des connaissances qu'ils auront. Donc, ça sera un mixte, peut-être sur certaines connaissances que l'Occident a, et sur des fondamentaux que nous avons. C'est ce mélange-là qui produira peut-être des hommes différents. Et c'est que j'ai beaucoup aimé, le développement par la terre. Oui. Papa Simon Kimbangu a insisté sur l'agriculture. Oui. Priorité de priorité. Sous Mobutu, priorité de priorité. Sous Laurent Désiré Kabila, priorité de priorité. Aujourd'hui, avec le président Félix Tshisekedi, dit priorité de priorité. Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Mais ça part de la tête, je parle de l'enseignement, je parle de ce que ça représente. Aujourd'hui, malheureusement, tant que la philosophie, tant que l'enseignement de Papa Simon Kimbangu ne sera pas bien compris, parce qu'on n'a pas besoin de slogans, on a besoin des hommes pour traduire le slogan en réalité.
Et les hommes, c'est les hommes intègres, les hommes qui pourront comprendre, qui ont assez de connaissances, assez d'élévation et spirituelle et psychologique pour pouvoir rendre ce slogan-là réel. La terre, c'est vraiment la base, parce que Papa Simon Kimbangu a parlé, il a parlé de relations entre l'homme, l'être humain et la terre. Et là, c'est comme si les deux doivent vivre en symbiose dans sa vision. Les deux doivent vivre en symbiose et doivent aller comme ça. Et c'est d'ailleurs la même philosophie qu'ont utilisé les trois fils de Papa Simon Kimbangu. Le respect à la femme. Aujourd'hui, nous assistons au viol, à la dégradation de l'honneur de la femme congolaise par des guerres, par exemple à l'Est, les atrocités. Mais dans nos sociétés anciennes, on n'a pas connu ça sous les empires, sous les royaumes. Et même avec Papa Simon Kimbangu, il prônait le respect à la femme. Mais cette identité, cette déformation, comment nous extirper de cela en nous référant du message de Papa Simon Kimbangu? Parce que dans les informations, vous allez voir des femmes violées, détruites, par nous-mêmes Congolais. Comment nous extirper de cet enfer que nous nous imposons nous-mêmes à cause de ce manque d'amour envers le prochain? Je pense que c'est vrai que c'est nous-mêmes les Congolais qui reproduisons ces actes qui sont malheureux, mais ce n'est pas le vrai Congolais qui reproduit ça. C'est un Congolais instrumentalisé. Ce n'est pas un Congolais de Papa Simon Kimbangu qui reproduit ça. Et nous, on a besoin justement de briser une chaîne. La chaîne, c'est quoi? C'est la chaîne de l'instrumentalisation. Si on réussit à casser cette chaîne-là, on ne pourra plus instrumentaliser quelqu'un et les gens ne poseront plus les actes qu'ils sont en train de poser actuellement. Et l'enseignement, par l'éducation, par l'encadrement, l'accompagnement, c'est ça qui peut nous aider justement à franchir ce cap-là, de devenir des hommes, des vrais hommes. Pas les bêtes, mais de devenir des vrais hommes. Ça, c'est important. Lorsque j'étais en train de préparer cette émission, il y a une réflexion qui a été menée pour dire que Monsieur Symphorien, si nous épousons dans l'église kimbanguiste, est-ce que c'est vrai? Non, je ne crois pas. Je ne pense pas que ça soit vrai aujourd'hui, pour la simple raison que les gens font la distinction entre le kimbanguisme rituel, qui est l'église, et le kimbanguisme philosophique, qui est la pensée. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réclament de Papa Simon Kimbangu, qui se réclament de cette école de pensée, mais qui ne sont pas kimbanguistes. Il y en a beaucoup. Que ce soit dans la politique, j'en rencontre. Que ce soit dans les affaires, j'en rencontre. On échange beaucoup avec des gens, surtout en Europe. Nos jeunes en Europe, eux, ils se disent kimbanguistes de philosophie, pas rituel. Donc, je ne pense pas que l'amalgame sera faite en épousant la pensée kimbanguiste, qu'on devienne forcément kimbanguiste. Non, c'est pas justement, je crois même que c'est ce que utilisent les fossoyeurs de cette nation pour nous éloigner de la pensée de Papa Simon Kimbangu. Et même ils vont loin pour dire que non, la preuve, nous aimerions aller à Kamba, Nouvelle-Jérusalem, pour visiter, mais l'emprise spirituelle est tellement forte que nous ne savons pas y aller, mais tandis qu'il y a des Européens qui arrivent. Est-ce que c'est vrai aussi cette assertion? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller en Kamba peut aller visiter un Kamba. Normal, il y a des gens qui vont, je vais faire un tour en Kamba, je vais visiter un peu un Kamba. Mais si on parle de l'emprise spirituelle, ça veut simplement dire, c'est comme quelqu'un qui va à Rome. Quand tu vas à Rome, tu te sens tout petit. Quand tu entres dans la basilique, tu vois la grandeur de Dieu, parce que c'est grand, c'est beau, on se sent tout petit. Mais ce n'est pas ce qui enlève ce caractère-là, le caractère humain de l'Église catholique. Pourquoi ça s'applique à un Kamba forcément? Un Kamba, si on part et qu'on ressent un ressenti spirituel, ça veut dire que la personne qui a créé le mouvement, la personne qui est là en Kamba, et c'est pas quelqu'un de banal, c'est quelqu'un d'important dans le monde spirituel. C'est pourquoi il y a comme des effets, des effets qui subsistent, qui restent. Donc c'est bien, mais je ne pense pas qu'on empêche quelqu'un d'aller visiter un Kamba, je ne crois pas. Papa, je vais un peu vous titiller, permettez-moi, je suis journaliste, je vais le faire. Allez-y, il n'y a pas de problème.
les kimbanguistes sont plus du côté des opposants. Est-ce que c'est vrai? Non, les kimbanguistes, c'est l'arbre au milieu du village. Comment? Ça veut simplement dire que dans la pensée kimbanguiste, dans la philosophie kimbanguiste, même dans les enseignements que nos 3 pères spirituels nous ont laissés, ils nous ont toujours dit de ne pas adopter une couleur forcément. Mais il faut être là pour tout le monde, pouvoir parler avec tout le monde. Avec des prophéties telles que le 5e président va bénir le pays, ainsi de suite. Est-ce que vous ne voyez pas que vous êtes en train de faire tourner la balance de votre côté ou de l'individu intéressé? Non, avant même qu'on en arrive à ça, au 5e président, au 4e président, c'est pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est l'école de pensée. C'est vraiment la pensée philosophique, pas ce genre de prophétie, hein, mais la pensée philosophique. Que veut Papa Simon Kimbangu vis-à-vis de cette société-là? Parce que le reste, maintenant, c'est sujet à l'interprétation. Il y en a qui ont interprété, ils ont dit que le 4e président, c'est le président Joseph Kabila, et c'est lui, à travers lui, que tout va se réaliser. Et ils avaient dit ça. Et après, on dit non, non, c'est le 5e président. C'est pourquoi je dis, on ne s'accroche pas à ça. C'est que moi, je sais. Je sais simplement que Papa Simon Kimbangu avait fait le tour de ce pays. Et ce n'était pas fortuit. À l'époque, il y avait 4 grandes zones linguistiques. Il y avait le Kikongo, il y avait le Lingala, il y avait le Swahili, il y avait le Chiluba. C'est les 4 grandes zones linguistiques. Et Papa Simon Kimbangu a fait le tour de ce pays en traversant ces 4 zones linguistiques. Il a dit qu'il a bouclé le pays. Et quand il a bouclé le pays, qu'est-ce qu'il a fait? Pour consolider l'entente entre nous, il a donné le premier pouvoir à la première zone linguistique, le Kikongo, le deuxième pouvoir à la deuxième zone qui commence du Bandundu, Équateur et tout, le président Mobutu. À la 3e zone linguistique, il a donné Kabila le père et Kabila le fils. C'est la 4e zone. Et puis il a terminé avec la 4e zone linguistique qui est le Chiluba. Il a donné à Félix Tshisekedi. Donc, pour moi, je considère que en faisant ça, il a responsabilisé tous les grands peuples de ce pays. Il les a responsabilisés sur la chose publique. Maintenant, nous attendons cette république-là que lui, il avait promis. Parce qu'on nous a parlé d'une république qui viendra apaiser, qui viendra réconforter, qui viendra redorer l'image du Congolais. C'est cette république qu'on attend. Pour le reste, je me dis qu'il ne faut pas s'attacher à des calculs, ça c'est pas important. La philosophie, la pensée est beaucoup plus importante même que les prophéties. Plus importante que les prophéties, la RDC s'est minérée, pouvoir déstabiliser la RDC pour pouvoir les séparer de certaines parties de son pays, sont plus colossaux que celles qui ont été investies pour la balkanisation dans des pays de Balkans, par exemple. Mais est-ce que ce n'est pas cette parole rattachée derrière la personne de Papa Simon Kimbangu? Ce pays restera un et indivisible, qui fait que malgré ces moyens-là, ce pays reste uni, malgré les assauts, malgré même un génocide qu'on peut dire par rapport aux millions de morts à l'est de la RDC. Papa Christophe Kisolo Kele. Je pense que vous l'avez dit. Vous l'avez tellement bien expliqué que je vois un peu ce que je vais rajouter. Simplement que, effectivement, on sent qu'il y a, à part la main noire qui fait des tractations, qui imagine des plans diaboliques, la main noire qui crée les guerres, qui crée les atrocités que nous voyons, il y a toujours une main blanche, la main de Dieu qui vient pour restaurer. Même quand il y a ça, au lieu que les gens fuient ou bien que eux ils aient la capacité de venir, ils n'arrivent toujours pas. Il y a toujours quelque chose qui bloque quelque part. Ça veut dire qu'il y a la main de Dieu, la main qui est là, qui sauve, qui restaure et qui nous préserve justement de cette balkanisation-là. À l'est du pays aussi, l'église kimbanguiste est bien représentée, bien implantée. Oh, Papa Simon Kimbangu, partout où il est passé, l'église s'est développée. Que ça soit dans tout son parcours en fait, hein, tout son parcours, l'église kimbanguiste est représentée. Moi-même, j'ai fait une fois Kananga jusqu'à Ilebo par route, et on est revenu par rail, et on a vu qu'il y avait des endroits où
il n'y avait que l'église kimbanguiste. Bien que c'est vraiment des églises primaires, parfois, on était même avec Papa Dianguène lors de ce voyage, on allait même à des endroits où on ne connaissait même pas Papa Dianguène. On ne le connaissait pas, mais c'était l'église kimbanguiste. Pourquoi? Parce que c'était vraiment dans des coins reculés. Et on a eu l'occasion de voir ça. Et ça, c'est Papa Simon Kimbangu, c'est son miracle, parce que avec la colonie, avec les colons, en cherchant à punir les kimbanguistes, ils ont contribué à l'expansion du kimbanguisme, parce qu'ils ont déporté les kimbanguistes partout à travers le pays. Et avec cette déportation, le message de Papa Simon Kimbangu est arrivé au peuple. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas tout ce que nous avons comme moyen aujourd'hui, mais le bouche à oreille a fonctionné, et c'est ce bouche à oreille qui a transporté le message de Papa Simon Kimbangu jusqu'aux confins de la République. Une des quêtes de la philosophie Papa Simon Kimbangu, c'est remettre l'amour, cette solidarité africaine entre nous. Est-ce que c'est possible avec tant de défis, tant de rancœurs? Il y a ceux qui pensent qu'ils ont été maltraités par les autres. Il y a ceux qui pensent que c'est le temps de la vengeance sur les autres. Il y a ceux qui revendiquent même leur pouvoir sur les autres. Est-ce que cet amour qu'inspirent les messages de Papa Simon Kimbangu peut renaître dans les cœurs des Congolais? Moi, je pense que c'est dans la douleur que les gens se mettent ensemble. Hein? Chaque peuple opprimé, quand on les fait souffrir, la réaction, c'est toujours de se coller, de se mettre ensemble pour se protéger mutuellement les uns les autres. Et je pense que c'est cette souffrance que nous sommes en train de vivre, qui est indescriptible, hein, qui nous touche au plus profond de nous, et c'est cette souffrance-là qui va nous emmener vers ça. C'est possible. On finira un jour par se dire, on est mieux ensemble, l'union fait la force, c'est mieux qu'on se serre les coudes, qu'on soit ensemble. C'est de là où naîtra ce slogan qui est le Bolingo, en fait. Papa, nous tendons déjà à la fin de nos échanges avec vous. Nous ne voyons pas le temps passer. Il y a beaucoup de questions. Quelle est la mission de la Fondation Papa Charles Kisolo Kele? Bon, c'est un peu la pensée, c'est cette philosophie dont nous avons parlé tout à l'heure, hein, la philosophie de l'émancipation, du développement, de l'éducation, hein, de l'élévation. Donc c'est cette philosophie-là que nous essayons de reproduire. Moi, quand je pense à moi-même, je me qualifie comme étant un révolté du développement ou bien du sous-développement. Ça veut dire que je m'insurge contre ce que je vois dans mon pays et je veux que ça change. Et je sais que ce changement-là passera par des étapes. Et moi, je veux être ce morceau, un maillon de cette chaîne qui va permettre qu'on arrive à ce développement. Et j'essaye d'apporter ma petite pierre de contribution. La Fondation a pour mission l'assistanat. On assiste socialement les personnes en difficulté. Et nous travaillons dans le secteur de l'éducation, nous travaillons dans le secteur de la santé et aussi dans le développement des peuples. Donc, on donne la possibilité aux gens de se développer. L'agriculture, le commerce, tout ce qui touche à l'investissement même minime pour permettre aux gens, au peuple, de pouvoir se développer, de devenir autonomes financièrement. Donc, nous travaillons beaucoup dans cet aspect et puis nous travaillons aussi sur l'élévation de notre fonction publique, des gens qui travaillent pour l'État, pour qu'ils soient à temps par rapport à tout ce qui se passe à travers le monde, les nouvelles inventions, les nouvelles technologies. Nous essayons de faire des mises à niveau assez régulières pour leur permettre justement d'acquérir des connaissances qui pourront dupliquer dans notre pays. Nous travaillons dans ça. Vraiment, si on veut définir en un mot la Fondation, c'est vraiment la quête du développement intégral du Congo. Est-ce que la Fondation est seulement ouverte aux membres de la communauté kimbanguiste ou elle est ouverte à tous les Congolais, peu importe les confessions religieuses? Non, la Fondation n'est pas kimbanguiste. La Fondation n'est pas kimbanguiste. La Fondation est d'abord un instrument aux mains du peuple congolais. C'est vrai que notre premier
notre premier laboratoire, notre premier champ d'application, c'est l'Église, parce que nous sommes là. Mais nous dépassons, nous travaillons avec, d'ailleurs, sur la majorité de nos projets. Je pense qu'en termes de pourcentage, il y a à peu près 25% qui se passent au sein de l'Église kimbanguiste. Les 75%, c'est en dehors de l'Église. Nous travaillons dans la recherche même des financements pour les projets locaux, ce soit même pour nos hôpitaux. Nous cherchons des moyens pour vraiment élever le niveau de vie. On travaille avec beaucoup de non-kimbanguistes. Et là, vous êtes établi seulement à Kinshasa ou partout en République démocratique du Congo? Non, là où on est à Kinshasa, nous sommes dans le Congo central, nous sommes dans la Chopo, la grande province orientale, nous sommes un peu partout. Maintenant, nous allons arriver avec la symbolique des 100 ans. Quelle est la symbolique de 100 ans? Comment comprendre cela? La symbolique même. Je pense qu'un siècle, ça représente beaucoup. Hein? 100 ans, c'est un double jubilé. Vous pensiez résister au vent et tempêtes pour totaliser 100 ans? Non, justement, c'est ce qui fait, c'est ce qui rend l'Église, bien le message de Papa Simon Kimbangu aussi mystique, parce que en 100 ans, on continue encore à parler de lui, et aujourd'hui, c'est comme si on en parle encore plus. Donc, ça veut dire que le message de Papa Simon Kimbangu, sa pensée, est en train de prendre de l'expansion. Donc ça continue à toucher beaucoup plus de monde. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important. Et 100 ans, 2 fois jubilé, et qu'on soit là où nous en sommes aujourd'hui. Et surtout une église à 100% congolaise. Hein. Exactement. Donc ça veut simplement dire que c'était un message porteur, et 100 ans après, on est encore prêt à reconnaître ce message-là. Il ne nous reste plus qu'à reconnaître la personne qui est l'auteur, qui est l'initiateur, qui est l'inspirateur de ce message. Qu'on le reconnaisse, je pense que le pays pourra aller encore plus loin. Donc ça veut dire, on peut aussi dénoter cela, qu'une organisation congolaise comme la vôtre peut être organisée et aller de l'avant. Mais justement, c'est ça le message en fait, le message de l'Église, parce que on dit qu'un Congolais a lancé un mouvement. Ce mouvement s'est transformé en une religion, en une église. Et cette église tient jusqu'aujourd'hui et continue à créer. Parce que c'est l'église qui nous a enseigné sur beaucoup de façons de faire. Quand je pense même à Daipen, par exemple, le domaine agro-industriel de la présidentielle de l'Ansele. Quand je pense à Daipen, mais on sait d'où est parti Daipen. C'est parce qu'il y avait l'église kimbanguiste qui avait lancé un petit Daipen à Lutendele. Et le président Mobutu est venu visiter. Quand il a visité, il a dupliqué Ansele. Donc c'est l'église qui a donné le go. Nous avons construit des écoles sur fonds propres. Ce n'était pas le colon, ce n'était pas des bailleurs de fonds, mais c'était nous-mêmes. On s'est cotisé, on a créé de la richesse, on a construit des écoles, on a construit des hôpitaux autonomes. On a construit des hôpitaux, on a construit des centres pour personnes âgées, on a construit des églises, on a tout construit. Et aujourd'hui, sur fonds propres, et aujourd'hui, on peut prétendre être le guide, la voie qui a ouvert pour les autres, qui puissent faire ça aujourd'hui. Si ça sort de l'Église et qu'on peut l'implémenter même à la vision de l'État, je pense qu'on deviendra autonome. Papa, quelles sont vos relations avec d'autres confessions religieuses ici en République démocratique du Congo, en tenant compte que vous êtes chef spirituel adjoint de l'église kimbanguiste? Elles sont au bout fixe? Bon, je ne pense pas que la religion kimbanguiste soit une religion de guerre ou de djihad. Non, pas du tout. Nous on s'organise, on s'arrange pour entretenir des bonnes relations avec toutes les autres religions que nous respectons. C'est par le respect. On respecte les autres parce qu'on exige, on demande aussi qu'on nous respecte. Alors si on veut obtenir du respect, il faut qu'on en donne aussi aux autres. C'est pourquoi nous sommes ouverts. D'ailleurs, d'autres personnes peuvent nous dire que nous sommes peut-être trop mous, on peut accepter tout le monde. On accepte tout le monde parce que justement, on se dit, on est tous des citoyens de la terre, on est tous des créatures de Dieu et qu'on a besoin d'être ensemble pour pouvoir évoluer. L'humanité, c'est un petit village. L'humanité, c'est juste un petit village.
malgré les distances qu'on peut avoir, mais c'est juste un petit village. Ce qui peut nous toucher ici peut avoir des répercussions jusqu'en Europe. Aujourd'hui, on a compris avec l'écologie, avec la déforestation, le changement climatique. Voilà. Donc nous, on peut couper un arbre ici et là-bas, ça crée un bouleversement écologique. Donc aujourd'hui, ça nous rappelle que justement que la Terre, c'est juste un petit village. Papa, on va terminer avec un message d'espoir. Quel est le message d'espoir que vous pouvez apporter au nom de l'Église kimbanguiste au peuple congolais? Parce qu'il y a beaucoup de défis, beaucoup de problèmes. Mais par où commencer? Quel est ce message d'espoir à donner à tous ceux qui nous suivent maintenant? Je crois que même le thème de notre émission, c'était sur la philosophie de Papa Simon Kimbangu. Et cette philosophie-là nous enseigne que nous pouvons nous élever. Et si nous nous élevons, on ne voit pas quel est ce peuple, mais quel est ce pays qui pourra nous résister. Et donc ça veut dire que si on prend cette philosophie, on commence à l'appliquer. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de croyance, on ne parle pas de foi, on parle de pensée. Si on prend la pensée de Papa Simon Kimbangu, qu'on fait un effort à commencer à chercher à comprendre et essayer de l'appliquer, je pense que notre pays est appelé à se développer. Papa Simon Kimbangu nous a promis des choses. Il a parlé de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, quand nous regardons ces choses-là, nous nous rendons compte que la majorité se sont réalisées. Si ces choses-là se sont réalisées, ça veut dire que ce qu'il avait promis aussi, d'autres, va se réaliser ou vont se réaliser. Et parmi ces choses qu'il a promis pour nous, il nous a dit que nous serons le sel de la terre. Ça veut dire qu'on sera développé et les gens viendront vers nous pour chercher Dieu. Donc, s'ils vont venir vers nous, donc en RDC, ça veut dire que la RDC sera développée. Et ça, c'est mon message d'espoir. Restons, faisons un effort pour que nous soyons un peuple uni. Unissons-nous, c'est dans l'union qu'on peut réaliser les plus grandes choses. C'est dans l'union, dans l'amour, que nous pourrions déplacer les montagnes. Et je suis convaincu, très sincèrement, très au fond de moi, je le sais. Je sais que ce pays a un avenir certain. Et le premier champ, notre premier terrain, ça serait l'homme. Transformer l'homme en quelque chose de mieux, de meilleur. Comme ça qu'on puisse commencer à récolter les résultats. C'est avec cette note d'espoir que nous mettons un terme à nos échanges avec Papa Christophe Kisolokele Tousimbana, président de la fondation Papa Charles Kisolokele, chef spirituel adjoint de l'église kimbanguiste et petit-fils de Papa Simon Kimbangu. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés à nos programmes. Papa, un grand merci. C'est moi qui vous remercie.